Et bonjour à tous. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Et ce soir, je vais me la jouer un peu Cassandre, encore une fois. Et je pense que les Cassandres sont nécessaires dans cette société, hein, parce qu'on est un petit peu des lanceurs d'alerte et on sent le vent tourner et aussi le danger qui se profile à l'horizon. Et donc, c'est de ça que je voudrais vous parler. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce rapport de mission de Didier Raoult, du professeur Didier Raoult, sur le bioterrorisme. C'est déjà un rapport qui date de 17 juin 2003, donc qui a été probablement remis au gouvernement précédent, ou du moins au Sénat. J'ai vu aussi que c'était sur sénat.fr. Et j'ai été curieuse, j'ai été voir ce que contenait ce rapport, et je me suis allongée pour écouter avec la voix chaleureuse de Paul de Cortana, hein. Et je vous conseille vivement d'en faire autant parce que c'est vraiment extrêmement intéressant ce que vous allez découvrir dans ce rapport. Et ce que je trouve vraiment très inquiétant, c'est la dérive totalitaire de ce que préconise le professeur Raoult, hein, qui carrément est en train de nous expliquer dans ce rapport. Il veut copier le modèle américain, carrément. Le modèle américain pour lutter contre les guerres bactériologiques, enfin le bioterrorisme, quoi, parce qu'apparemment il en parle tout le long, hein, du bioterrorisme. Il est très au courant de comment ça se passe dans le monde entier et tous les laboratoires P3, P4, etc., qui, où ils font des recherches fondamentales et qui séquencent les virus, les bactéries, etc., etc. Et il voudrait le modèle américain, quand il a commencé à parler, vous savez, c'est vers la page 60 où il parle donc de sa mission aux États-Unis, hein, où il a observé donc le système médical américain et il prétend qu'il faudrait le transposer en France. Et si je vous dis ce que c'est, bah, ça se résume tout simplement à plusieurs mots, hein. Pharmacosurveillance, technosurveillance, tout sous contrôle et surtout tous nos corps souffrants, hein, les corps malades, maladies chroniques et pathologies lourdes, etc. Le moindre petit bobo, il faudra le déclarer aux autorités sanitaires, à une hiérarchie supérieure sanitaire, évidemment, parce que vous pourriez contaminer la population si vous avez une maladie contagieuse, etc. Mais c'est un truc de fou, quoi. On sent derrière ça, hein, je vous assure, le profil d'un mec qui est bactériophobe, virophobe, paranoïaque et même hypochondriaque. C'est presque obligé, hein, vous savez, à force de tripoter dans son laboratoire, de séquencer les virus méchants et les bactéries et les virus. Et il a dû finir par avoir ce genre de problème parce qu'on sent vraiment une phobie, hein. C'est une phobie, c'est pas possible. Et donc, bah, c'est bien beau, même c'est vrai que ça se passe probablement, mais alors lui, il veut mettre des structures en place, comme aux États-Unis, ou mettre la population pistée et détecter, d'ailleurs, ça commence hein, avec le tracing, là, ils veulent tracer les gens pour savoir s'ils sont Covid porteurs, etc. Et ça va faire un boxon pas possible, parce que ça, enfin, j'y crois pas trop à cette histoire-là, surtout pour la France, ça va pas le faire, enfin, c'est ce que je sens du moins, quoique ils ont déjà 50% d'adhésion, donc ils sont déjà en passe de gagner. Et vous savez, ça c'est le début, c'est ni plus ni moins le début du nouvel ordre Macron, je dirais le nouvel ordre Macron, macroéconomique, technologique, sous influence sino-américaine. Voilà. Et parce que il va s'inspirer, voilà, du modèle américain, et puis là, il va prendre la technologie des Chinois, tout simplement. Il va s'inspirer de ces deux pays, quoi. Alors, alors, je vous dis, il veut, pour la France, il veut des laboratoires P3, P4 partout, des structures comme à Marseille, hein, qui coûtent la peau du cul, évidemment. Je pense que Emmanuel Macron va pas être complètement sur la même longueur, hein, parce que quand il va devoir allonger avec la crise économique et les milliers de chômeurs, et qu'il va devoir débourser et puis compenser, il va devoir faire
travailler la planche à billets, la Banque européenne, hein, ça c'est sûr, hein, comme ils ont fait aux États-Unis avec la Fed, où ils ont carrément débloqué des milliards et des trilliards même. C'est fou, quoi, comme ils ont fait. Et ils se sont endettés. Je ne sais pas s'ils vont devoir rembourser la dette. Je ne sais pas comment ça se passe après. Mais bon, ils parlent d'inflation, désinflation. Enfin, moi, c'est pas trop mon domaine, ça là. Mais disons que je comprends. Je suis en gros. Mais c'est ahurissant, quoi. Alors, il veut donc, voilà, il veut qu'en France, on copie le modèle américain et qu'on mette toute la population sur pharmacosurveillance et le contrôle. Il veut absolument contrôler. Il faut qu'il contrôle les micro-organismes, le comportement des virus, etc., et des bactéries. Mais j'ai envie de lui dire, mais fous la paix, là, donc aux bactéries, aux virus, parce que vous savez, on a le corps rempli de bactéries et de virus, on le sait, hein, mais ils deviennent virulents et pathogènes dans certaines circonstances. Alors peut-être qu'il faudrait plutôt s'intéresser à une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, une hygiène mentale. Ça, ce serait beaucoup plus intéressant plutôt que d'être dans le 100% pharmacie avec les vaccins. Ah oui, il est pour la vaccination obligatoire. Il veut relancer la campagne pour l'hépatite B, obliger la population à se faire vacciner pour l'hépatite B et tous les vaccins, etc. Mais je vous dis, ça m'étonne pas, hein, quand on l'a traité de fou furieux. Et il paraît que dans l'équipe de l'ARM, ils l'ont traité de fou furieux et sérieux. Alors non, mais je crois même que c'est un savant, un fou furieux, mais qui peut même être dangereux. C'est peut-être même un dangereux dictateur, hein, sous des airs de Saint-Sauveur, avec sa chloroquine. Non, oh là là. Je vais pas parler de la chloroquine, mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, parce que là aussi j'ai appris pas mal de choses, et je connais un peu ce médicament, parce que il y a mon ex-mari qui prenait de la Nivaquine à une époque, quand je l'ai connu, et dans la Nivaquine, il y a de la chloroquine. Et je connais un peu les effets que ça a fait, sur les effets secondaires, sur le psychisme surtout. Bon, mais là je vais pas en parler. Alors, oui, je ne sais pas si, comme c'est un rapport qui date du 17 juin 2003, est-ce qu'il a pondu un nouveau rapport mais il est fort possible qu'il y ait un nouveau rapport. Je n'ai pas été chercher, hein. Je l'ai pas vu, j'ai pas cherché plus que ça. Mais je me suis dit, s'il y a un nouveau rapport, il est peut-être encore plus étoffé, plus détaillé et plus mieux encore, parce que si c'était déjà comme ça en 2003, vous pensez bien. Alors, j'aimerais savoir, oui, si l'équipe de Macron a bien vu ce qu'il y a dans ce rapport. Moi, je dis pas que tout est mauvais dans ça. Enfin, non, il y a plein de choses intéressantes dans ce rapport, hein, et même que le gouvernement pourrait s'en inspirer pour les hôpitaux, pour l'organisation, toutes ces choses-là. Mais après, la dérive autoritaire, en obligeant, et attention, il veut toucher carrément à nos droits fondamentaux, à nos libertés individuelles. Il dit il faut qu'on remette ça en question parce que va falloir qu'on en parle parce que c'est ou les libertés individuelles ou alors vous sous prétexte qu'on ne peut pas mettre la population en danger. Par exemple, si on a trop de liberté, on pourrait mettre la population en danger. Et voilà, ça va pas. Donc il faut restreindre les libertés, etc., etc. Moi, je dis que ça sent extrêmement mauvais en ce moment. Et je crois qu'on est en train de démarrer avec ce tracking, etc., ce déconfinement prévu donc pour le 11 mai. Moi, je pense que c'est une très très mauvaise idée, mais bon, on verra bien ce que ça va donner, parce que là encore, il va y avoir des discriminations complètement dingues avec ceux qui vont être déconfinés, pas déconfinés. Ils vont se baser sur quoi exactement, hein? Il y a des gens de 60-70 ans qui pètent la forme, mais parce qu'ils ont eu une bonne hygiène de vie toute leur vie et qui n'ont pas fumé 3 paquets de clopes par jour, et qui, etc., qui ont été responsables de leur santé, et ceux-là, ils vont peut-être pas avoir le droit de sortir parce que par rapport à l'âge, et puis vous avez des déglingués à 40-50 ans, complètement niqués déjà, qui eux ne seraient pas des personnes à risque, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, alors, oui, moi c'est vraiment cette réduction drastique où il remet en question donc nos droits fondamentaux et les libertés individuelles
et cette obligation de... Alors aux États-Unis, il paraît que ça se passe comme ça. C'est simple. Si chez les riches, hein, et parce que bon, les pauvres, je sais pas, hein, mais ils ont droit eux aux dons. Ils font des trucs caritatifs, hein, vous savez, des galas là, pour récolter des dons pour les pauvres. Et après, ils ont je sais pas comment ils font parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, j'en sais rien. Toujours est-il que les privés, eux, ils ont tout, hein, les grands et les moyens et tous ceux qui vivent bien du libéralisme, de l'ultralibéralisme mondialisé, on va dire, eh bien, ceux-là, ben, ils ont des structures privées, etc. Mais ils sont obligés de rendre des comptes et d'être totalement contrôlés par des autorités sanitaires qui, s'ils ont par exemple, je sais pas moi, une éruption de boutons sur la main ou sur la figure ou quoi, il faut que ça soit déclaré aux autorités sanitaires. Au fédéral, là, je sais pas quoi, l'autorité, enfin, une histoire comme ça. Et c'est ahurissant. S'ils ont un peu de fièvre, qu'ils savent pas trop pourquoi, il faut que ce soit déclaré. N'importe quel bobo, il faut aller vite courir et déclarer ça pour qu'ils puissent vous ausculter, vous tester, etc., savoir d'où ça vient, quel est le virus ou la bactérie qui serait responsable de ça, quelquefois que vous pourriez contaminer les autres. Non, mais je rêve, quoi. Et ce mec, il sait pas comment ça fonctionne, le corps. Parce qu'attention, vous pouvez être un grand chercheur dans votre domaine, hein, et faire des séquences, séquencer les virus, etc. Mais c'est pas pour autant que vous connaissez le corps, hein. Et je sais pas, peut-être ils font médecine, ceux qui séquencent les virus. Je commence à avoir un doute, parce que j'ai l'impression que non, mais c'est vrai, hein, ça c'est vraiment tous ceux qui sont dans l'allopathie, ils ne jurent que par les médocs et dès qu'il y a des symptômes, il faut faire disparaître les symptômes avec une pilule par-ci, une pilule par-là et faire tomber la fièvre. Et je trouve ça vraiment incroyable. C'est dingue ça, hein, parce que quand on sait comment fonctionne ce système immunitaire, qui est bien foutu quand même, et si on lui met pas dans les bâtons dans les roues à longueur de temps avec des substances toxiques et illicites. Hein, et là, tiens, dans son rapport, il parle même des chimicales traînées et comment les grands de ce monde et comment certains bioterroristes vous polluent l'air, l'alimentation, la bouffe, la malbouffe, etc., etc. Ah, je vous raconte tout, hein, je vous dis. Et si je comprends bien, d'un côté, ils nous empoisonnent, hein, les grands de l'industrie alimentaire, ils nous empoisonnent, et puis d'un autre côté, ils vous proposent la solution, les médocs. Et tout l'arsenal qui va avec pour soigner les maladies chroniques, les pathologies lourdes, à vitam et aeternam. Autrement dit, ils veulent exploiter votre corps souffrant non, pour en faire du pognon, quoi. C'est encore une histoire de fric, mais c'est dégoûtant plutôt que de faire de l'éducation à l'hygiène de vie, hygiène alimentaire, nutrition, etc., sport. Ça aussi, ça se fait beaucoup sur Internet, hein, mais peut-être que ça va se déflouer. Peut-être que Macron va plutôt opter pour ça, parce que j'ai vu quand même que le couple Macron, ils sont plutôt de ce côté-là. J'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron, il bouffe beaucoup de médocs. Enfin, je sais pas, je crois pas quand même. Il doit peut-être boire beaucoup de café pour tenir le coup, j'en sais rien. Mais non, parce que je vois que j'ai lu par ailleurs que Brigitte Macron, elle faisait quand même comment dire, des repas équilibrés, etc. Pas trop de viande, pas trop de graisse cuite, enfin des histoires comme ça. J'ai lu un article. Donc elle fait très attention à l'alimentation et donc Emmanuel Macron, il a l'air quand même sain de corps. Et oui. Par contre, Papa Raoul, de lui, il a les dents tellement jaunes qu'on peut croire qu'il a dû s'avaler 2 paquets de clopes par jour, plus 1 litre de café. Non, ça c'est sûr. Alors je comprends pourquoi il est un petit peu angoissé quand même. Mais bon. Alors, et alors j'ai entendu un truc complètement fou, j'y crois pas non plus, hein, ceux qui prétendent que la fumée ça protège du coronavirus, j'y crois pas du tout. La nicotine soi-disant serait bon non, ça j'y crois pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, en supposant que ce soit vrai, quelque part ça me rassure un peu. Pour quelqu'un dans ma famille qui a fumé un peu, mais bon, elle fume plus trop maintenant, donc ça va. Mais je pense qu'elle s'est nettoyée depuis quand même. Les poumons ont dû s'éclaircir un peu, mais enfin, elle n'a pas non plus fumé beaucoup. Je le dis pour pas qu'elle pense que c'est pour elle que je dis ça encore une fois. Non, non, non.
Mais c'est vrai que ces histoires de tabac aujourd'hui, dans le contexte Covid, ça me dépasse, hein, moi, ça, ce truc-là. Ça me dépasse. Et puis je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font des amalgames, hein, ils croient avoir, j'ai l'impression qu'ils croient avoir eu le coronavirus. En réalité, ils ont eu une bonne grippe, une bonne crève, mais peut-être ils ont provoqué aussi quelques symptômes psychosomatiques, parce que vous savez, à force d'entendre parler coronavirus toute la journée, vous pouvez allumer quoi, la télé ou la radio, vous entendez coronavirus, Covid, etc., pandémie, machin. Et alors, à un moment donné, il y en a qui somatisent, hein, c'est possible aussi, et peut-être qu'ils sont mis à avoir quelques symptômes, style plus de goût plus de sens du goût, des histoires comme ça. Mais attention, hein, le mental, le psy, ça travaille, hein, dans le ciboulot, hein, force. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient avoir eu le corona, qui l'ont pas eu, qui sont toujours porteurs ou qui sont porteurs asymptomatiques. Et vous allez voir la cacophonie quand on va se mettre, quand ils vont vouloir déconfiner, etc. Moi j'ai l'impression, je vois plutôt une courbe de gosse qui va monter, descendre, monter, remonter, descendre. Enfin, ça va faire un peu n'importe quoi là, les montagnes russes. Moi je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que ça peut durer au moins sur 2 ans. Quelquefois, j'ai même l'impression qu'il n'y aura pas de municipal, à moins que on fasse le vote par Internet. C'est possible, hein, à moins que ce soit ça. Mais ça, c'est pas encore au point non plus. Et bon, mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et puis, mais quelquefois, je me dis, il n'est pas impossible qu'on n'ait pas d'élections du tout, ni les municipales, ni les présidentielles en 2022. Parce que j'ai l'impression que notre cher Emmanuel Macron, il a envie d'imiter Xi Jinping, hein, et de gouverner à vitam aeternam, de rester sur le trône à vitam aeternam et de suivre le modèle chinois. Non, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Et ouais. Et d'autant plus que j'ai appris encore plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 17 minutes, et si je vais vous faire écouter donc ce fameux rapport de mission, vous irez bien jusqu'au bout, hein, parce que c'est vers la fin les recommandations qui sont très intéressantes et où on voit vraiment où ils veulent en venir. Et je vous dis, est-ce que Didier Raoult conseille toujours Emmanuel Macron, ce qui est fort possible parce que il conseille dans l'ombre, paraît-il, d'après ce que j'ai lu, et puis il téléphone à Brigitte. Brigitte a à, a recours à la chloroquine pour soigner sa fille, a demandé de la chloroquine pour soigner son ami, et puis les grands de ce monde doivent avoir la chloroquine quelque part aussi, parce que je vous dis, sinon je peux pas m'expliquer toutes ces personnes qui étaient encore sur les plateaux en train de se crachouiller dessus, ne se sont pas chopé le corona. J'en ai bien vu tousser quelques-uns dans leur coude, et puis voilà, ils ont continué à venir travailler. Donc moi je pense, je sais pas, ça, j'ai l'impression que c'est possible que beaucoup ont dû avoir dans les membres du gouvernement, et puis les people, et puis les médias, etc. Parce qu'ils sont absolument nécessaires, ces gens-là, pour que cette société puisse continuer à exister telle qu'elle existe. Les médias doivent continuer à venir faire du divertissement, à divertir les moutons, les people pareil, etc. Et le gouvernement il ne peut pas se permettre de tomber malade. Donc voilà, ils ont pris ils ont une boîte de chloroquine dans la poche. C'est logique, hein, quelque part, en fait. Et comme je vous ai déjà dit, peut-être même les infirmiers, les personnels soignants, parce que je vous dis, le personnel soignant, ils n'ont pas signé le serment d'Hippocrate, hein. J'allais dire le serment d'Hippocrate, non, le serment d'Hippocrate. Je pense pas que oui, les aides soignants ou les infirmiers sont obligés de signer. Ben, je crois pas, hein. Non, parce que j'ai travaillé dans le médical, j'ai jamais rien signé de ma vie. Mais les médecins, oui, les médecins, eux, ils sont obligés de soigner en temps de guerre, en temps d'épidémie, toujours. Mais
Pour les autres, je ne sais pas. Je crois qu'ils le font par conscience professionnelle, tout simplement, hein, parce qu'ils ont une conscience professionnelle. Mais peut-être qu'on a dû aussi leur dire, vous inquiétez pas trop quand même, hein, si vous avez des symptômes, on a quand même encore la chloroquine, et peut-être que ça les rassure. Et ce qui fait qu'en étant rassuré, ben, il y a quand même l'effet placebo qui est là. Hein, j'ai pas peur, donc c'est vrai que la peur, c'est un drôle de truc. Hein, si vous avez très peur, ben, vous pouvez vraiment provoquer, penser que vous développez des symptômes, alors que ça, c'est peut-être pas vraiment le corona, quoi. Mais bon. Alors, que voulais-je dire de plus? Vous savez, vous me connaissez, hein, je peux parler longtemps comme ça. Et j'aurai encore évidemment énormément de choses à vous dire, hein, parce que j'ai entendu tellement de choses complètement folles à la radio, des témoignages tellement fous, quoi, que c'est incroyable, incroyable. Je crois quand même qu'en France, il y a quand même un sacré paquet d'égoïstes et d'irresponsables aussi, et qui font un peu n'importe quoi. Et voilà. Enfin, toujours est-il que je vais vous dire un truc. Moi, je ne sais pas si, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, je ne sais pas si Emmanuel Macron va. C'est un vieux rapport, hein, mais mettons que c'est un nouveau rapport et qu'il en a eu vent. Je pense pas quand même qu'il va aller à 100% dans cette voie-là, parce que là, ça devient dangereux. Hein. Là, il va falloir contrer ça. Hein. J'espère qu'il y a un comité d'éthique, je sais pas, il n'y a pas la CNIL, quelque chose comme ça, hein, qui surveille de près nos droits et nos libertés. Euh, il faudra qu'ils aient les yeux bien ouverts, hein, parce que je vous assure, ça sent la dérive, là, vraiment la dérive. Et mais je crois pas quand même qu'ils vont, je sais pas, je vois pas Emmanuel, je crois que Macron va peut-être s'inspirer un peu de ce rapport, mais pas à 100%, parce que déjà ça coûterait la peau du cul, hein, voilà, de créer des structures comme à Marseille. Il veut des structures comme à Marseille, à Lyon, Montpellier, je sais pas encore, Toulouse, je sais plus, Toulouse, Bordeaux, certaines mégapoles et des grandes villes. Et avec des équipes d'experts, les meilleurs experts, attention, triés sur le volet, pas n'importe qui non plus, hein. Et oui, et puis avec du matos sophistiqué pour pister, séquencer, etc., contrôle, pharmacosurveillance. Allez, je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter ce rapport. Prenez-vous un bon petit cappuccino et mettez-vous confortablement, hein, allongez-vous, ou asseyez-vous confortablement à l'ombre, au soleil, où vous voulez. Mais non d'un chien, faites l'effort d'écouter ce rapport de mission sur le bioterrorisme. Allez, sur ce, je vous dis, oui, le bioterrorisme. Bon. Non, non, mais c'est vrai que ça me fait un peu sourire quand on veut nous faire croire que ça vient des chauves-souris. Je suis en train de me répéter, c'est pas grave. Quand on veut nous, oui, du marché de Wuhan. Moi, j'y crois pas du tout. Et, euh, et je vous dis pourquoi j'y crois pas. Parce que pendant les 30, enfin, plus que ça, hein, pendant plus de 40-50 ans, on n'a eu aucune, à part la grippe espagnole en je sais plus quelle année, après il y a encore eu quelque chose, puis après ça a été la calmie, on n'a pas eu d'épidémie pendant très très longtemps, et ça c'est peut-être grâce aussi aux frontières, disons-le, et puis voilà quoi, et il n'y avait pas ces histoires de corona, des souches qui se démultiplient là, comme par hasard, hein, qui, comme par hasard, à partir de 2003, a attaqué, la Chine s'est fait attaquer par un certain nombre de virus qui ont décimé les productions de porc et de volailles. Ils ont pas cessé d'avoir des attaques. Et il y en a qui pensent que ces attaques viennent des États-Unis. Et moi, je pense aussi. Voilà. Parce que surtout quand j'entends donc ce cher Papa Raoul parler qu'il a donc rencontré Bush à l'époque et qu'il est plutôt pro-Bush, et que ça c'est le modèle Bush, hein, ces histoires-là de surveillance. Alors, il faut quand même peut-être un petit peu se méfier, hein, de ceux qui veulent se dire très altruistes et faire ça pour sauver absolument des vies. Il faut voir aussi avec qui il travaille. Hein, ce grand professeur, quand même, il est bien entouré de grosses boîtes et des multinationales aussi. Et il veut quand même privatiser tout ça, quoi. Alors, oui, je dirais que là, il y a carrément, allez, je vais
m'arrêter là-dessus et vous laisser entendre, écouter. Je crois qu'il y a le spectre communiste qui se profile à l'horizon, là, vraiment. Le spectre communiste. Et je pense que plus ça va durer, ce confinement, qui pourra peut-être durer très très longtemps, même, enfin, déconfiné, confiné, déconfiné, confiné, déconfiné, quelque chose comme ça, quoi, avec des gens qui vont être tracés, pistés, et puis dépistés pour savoir s'ils sont Covid porteurs, et ceux qui ne voudront pas se laisser, comment dire, dépister, qui ne voudront pas se laisser tester, et ben ceux-là devront rester confinés. Alors du coup, tout le monde va être obligé d'y passer, sinon vous restez confinés. Ça peut être une histoire comme ça, hein. J'ai pas de certitude évidemment, hein. J'ai aucune certitude, mais ça pourrait bien se passer comme ça. Voilà, voilà. Et c'est un peu ce qui pourrait se passer aussi aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça sent aussi très très mauvais là-bas, d'après ce que j'ai lu et entendu par ailleurs. Allez, sur ce, je vous dis bonne lecture, et puis faites l'effort d'aller jusqu'au bout, ou alors si vous voulez lire en ligne, eh bien cliquez sur le lien et lisez en ligne, mais faites l'effort d'aller jusqu'au bout, enfin, au bout de ma vidéo, parce que c'est peut-être pas trop long encore, mais c'est vrai que le rapport, il est vraiment très très long. Alors, c'est à vous de voir, et je vous dis merci pour l'écoute, et à bientôt. Je vous ai mis des petites images, et comment dire, des petites bulles pensées. Je vais trouver ça marrant. Alors, ça correspondra peut-être pas vraiment au moment où je parle, mais c'est pas grave, parce que s'il faut que je mette ça pile poil quand je dis, hein, s'il faut que ça corresponde à ce qui sort de ma bouche, je vais perdre trop de temps avec ma vie, donc je vais mettre ça comme ça, et puis voilà. Allez, bye bye, merci pour l'écoute, à bientôt. MMISSSSCIONNAOUXXXE et TETAATTSSSUNISSS. Dans le cadre de cette mission, un déplacement aux États-Unis de 4 jours a été organisé afin de confronter les expériences françaises et américaines dans le domaine de la surveillance médicale dont l'agence responsable est les CDC, Centers for Disease Control à Atlanta, et dans le domaine de la recherche dont l'agence responsable est le National Institute of Health, NIH, et plus particulièrement le NIAID pour les maladies infectieuses. L'objectif était la confrontation des stratégies et des expériences, la recherche de domaines de coopération envisageables. Le séjour s'est déroulé du 17 au 21 novembre 2002 en présence de Jacques Drucker, ancien directeur de l'INFS, actuellement à l'ambassade à Washington, de Laurent Gutmann représentant l'INSERM, de Christian Deveau et de Bernard Pau représentant le Centre national de la recherche scientifique. Un rapport a été rédigé par le représentant de l'INSERM et par les représentants du Centre national de la recherche scientifique qui sont donnés en annexe de ce chapitre. Le point le plus remarquable est le niveau d'engagement des États-Unis dans la lutte contre le bioterrorisme. Au moment où nous étions en séjour sur place, le président Bush était en train de faire adopter par le Congrès une loi restructurant l'ensemble des forces du pays dans le domaine de la surveillance, en regroupant en particulier toutes les agences, CDC et NIH compris, sous un chapeau unique, Homeland Security Department, afin qu'il n'y ait pas de risque de divergence entre les différentes agences et qu'elles comportent toutes un supérieur hiérarchique unique. Par ailleurs, le président est très directement engagé dans la lutte contre le bioterrorisme et a annoncé lui-même ultérieurement les mesures qu'il considère comme étant essentielles pour la protection du pays. L'effort financier dans le domaine de la recherche contre les maladies infectieuses est de 4 milliards de dollars, presque autant que pour le cancer. Celle pour le bioterrorisme est considérable, de 1,3 milliard de dollars pour 2003, hors de toute mesure de ce qui est envisagé et envisageable en France et même en Europe. Incontestablement, la prise en compte du bioterrorisme fait l'objet d'une attention au niveau même de la présidence, avec une stratégie réellement dictée par le pouvoir politique. Rapport de mission PRD Raoult 62 au total, en 2002, pour le simple financement de la santé publique en maladies infectieuses, surveillance, diagnostic, hors toute recherche et hors institutions, les États-Unis ont dépensé 300 millions de dollars, 50% ont été affectés à la réalisation de projets spécifiques, 10% au paiement des personnels, 10% à la rénovation des laboratoires de sécurité, 10% à l'achat d'équipements et d'instruments et 20% à la création de nouveaux laboratoires. Rapporté à l'échelle de la France, ceci représente 70 millions d'euros de contributions supplémentaires pour une seule année simplement dans le domaine de la santé publique. En termes d'équipements de laboratoire, il existe actuellement un P4 au CDC, un à Fort Detrick, 2 sont en construction, un à Los Alamos et l'autre à Galveston. 2 sont programmés par le NIH, un dans le Montana, un dans le Maryland. Qui plus est, il y aura un appel d'offres pour la création de 2 à 3 P4 supplémentaires payés par le NIH. L'objectif est d'arriver à avoir entre 7 et 9 P4 pour l'ensemble des États-Unis.
Les derniers P4 auront la possibilité d'avoir un fonctionnement alternatif en P3 ou en P4, compte tenu du fait que l'utilisation P4 est limitée dans le temps. Par ailleurs, le pays a eu un investissement massif dans la création de laboratoires P3 dans le pays, en particulier de grands P3 utilisables pour les modèles expérimentaux animaux. Ceci s'est fait d'une part sur les laboratoires d'État, d'autre part, dans les laboratoires de microbiologie clinique, financés par le truchement de l'État. Il existe actuellement sur le pays plus de 120 laboratoires P3 de type diagnostic, ce qui correspond, pour un pays comme la France, à 30 laboratoires P3, soit l'équivalent de la création d'un laboratoire P3 dans tous les CHU. Au total, l'effort financier consacré aux États-Unis pour ce problème est considérable. Il est à noter que l'ensemble des interlocuteurs considèrent que cet investissement doit servir à l'ensemble de la surveillance des maladies transmissibles. 1. Le CDC. On peut schématiser le rôle du CDC en 4 domaines qui sont l'information, la surveillance, le diagnostic et l'intervention. Rapport de mission PRD Raoult 63. L'information est un des éléments majeurs de la santé publique aux États-Unis avec l'approche pédagogique qui est omniprésente. Le CDC fournit sur son site l'ensemble des recommandations qui sont en permanence mises à jour. Le CDC a créé un journal il y a quelques années, qui s'appelle Emerging Infectious Disease, qui est envoyé gratuitement et dont l'accès est libre sur Internet. Ce journal, qui n'a pas de copyright, met à la disposition de l'ensemble des investigateurs en maladies infectieuses les éléments qu'il a en sa possession. Il est une réussite spectaculaire dans le sens où il est devenu, en l'espace de 6 ans, le deuxième journal en termes d'impact, en maladies infectieuses. Il met sérieusement en cause la réflexion du tout libéral sur le monde de l'édition en montrant qu'un journal entièrement subventionné par l'État américain a réussi à avoir une qualité et un impact extrêmement important en utilisant les techniques les plus modernes de l'édition. La possibilité de charger à terme sur agenda électronique, Palm Pillow, les informations présentes sur le site est en cours. Information et simplification sont 2 éléments clés de l'approche de santé publique du CDC. La surveillance du Center for Disease Control est ce qui a fait sa renommée. En effet, la découverte de la maladie du légionnaire, du sida, sont liées à la surveillance et à la découverte de phénomènes anormaux. La pharmacosurveillance est la collecte systématique de la consommation de molécules à activité anti-infectieuse de l'ensemble des États. Ceci est important, sur le plan économique et sur le plan épidémiologique, car quand des molécules d'usage restreint commencent à être utilisées d'une manière intensive dans une zone donnée, ceci doit déclencher une investigation. C'est ainsi que les premiers cas de sida ont été découverts en Californie. La surveillance épidémiologique basée sur les déclarations obligatoires et la mortalité brute, comparée aux statistiques habituelles, a permis la découverte de l'épidémie de légionellose à Philadelphie en 1976. Il existe actuellement une remise en forme de la surveillance, extrêmement rapide et importante. En effet, les déclarations, du fait du bioterrorisme, sont devenues beaucoup plus respectées et tous les micro-organismes de type A et B sont à déclaration obligatoire. Par ailleurs, beaucoup d'États ont dressé à l'heure actuelle une liste de situations cliniques justifiant une déclaration par rapport de mission PRD Raoult 64 syndromes qui permettent de repérer les phénomènes anormaux. Par exemple, l'Arizona demande la déclaration des 1 infections respiratoires avec fièvre, 2 diarrhée, gastro-entérite, 3 fièvres éruptives, 4 infections ou chocs non traumatiques, 5 méningites et méningencéphalites, 6 syndromes ressemblant au botulisme, 7 fièvres inexpliquées, mortelles, 8 fièvres avec lymphadénite, 9 lésions cutanées localisées, avec éruption maculo-papuleuse, prurigineuse, ou un ulcère, ou une escarrée, 10. Les myalgies avec fièvre et frissons / ou frissons et malaises. L'ensemble de ces déclarations permet de découvrir des syndromes inhabituels, des cas groupés et permet ainsi de repérer les événements anormaux. La détection précoce d'événements anormaux, Early Aberration Reporting System, permet d'identifier les risques. Ceci a été mis au point pour le bioterrorisme. Ce système est basé sur un report sur Internet, exploitant au jour le jour les données obtenues par des déclarations par syndromes. Ceci est l'un des 2 modes de surveillance qui a permis de découvrir des maladies nouvelles avec la surveillance pharmacologique. Le 3e type de surveillance est biologique, basé sur la surveillance d'un certain nombre de pathogènes. Un exemple qui apparaît fonctionnel est l'étude de l'hystéria monocytogenée, par l'électrophorèse en champ pulsé qui permet de déterminer un pulsotype pouvant être faxé et comparé. Quand plusieurs pulsotypes sont trouvés dans des zones différentes, on peut tenter de tracer une épidémie grâce à l'identification d'une souche unique. Un réseau équivalent à celui-ci existe en France. Dans l'ensemble, le système de surveillance du CDC est extrêmement impressionnant et a permis des contributions incontestables à la connaissance des maladies infectieuses ces dernières années. Un certain nombre des éléments mis en place depuis longtemps. Rapport de mission PRD Raoult 65 aux États-Unis pourrait être utilisé dans le pays assez facilement, tels que la pharmacosurveillance, l'actualisation des maladies à déclaration obligatoire ou les déclarations par syndrome. 2. Le DDIA Argent GNO OS ICC sur le plan du diagnostic, le CDC bénéficie de moyens assez importants puisque les équipements en laboratoire de sécurité sont présents, un P4, plusieurs P3 et un P4 en construction, et plusieurs équipes sont spécialisées dans les techniques de diagnostic.
Comparé aux performances des autres laboratoires américains, le CDC n'est pas particulièrement remarquable en termes de capacité diagnostique, hormis dans les domaines du bioterrorisme et des maladies émergentes, où il n'y avait que peu de compétition et une tentation hégémonique, ainsi qu'en témoigne la reconnaissance dans les journaux de diagnostic ou dans la production scientifique écrite. Le problème est probablement structurel car il existe une très grande compétition aux États-Unis pour recruter les gens susceptibles de faire du diagnostic dans les grandes universités et dans le monde industriel, ce qui fait que les plus performants du domaine sont souvent en dehors des structures fédérales. Quoi qu'il en soit, les stratégies de diagnostic mises en place ne sont pas particulièrement pertinentes, à contrario l'impression du rapporteur sur l'identification moléculaire est que la révolution liée à la séquence n'a pas encore été parfaitement digérée au CDC. C'est ainsi que la mutation majeure dans le diagnostic microbiologique de ces dernières années est liée à la reconnaissance des micro-organismes basés sur la séquence et que cette stratégie remet en cause toutes les stratégies diagnostiques antérieures. En effet, l'identification au niveau de la séquence permet de n'utiliser que le résultat final qui n'est pas dépendant des techniques utilisées. Ceci est profondément distinct des techniques de diagnostic antérieures où la signification d'une positivité dépendait des réactifs, des témoins et de la qualité du laboratoire. Ainsi, le CDC a dû, pendant des années, tenter d'aider à gérer l'absence de reproductibilité entre les laboratoires liés à ces variations. En revanche, le problème de la séquence est d'obtenir une séquence réelle. Une fois celle-ci obtenue, on la compare in silico aux banques de données. Par ailleurs, le choix des séquences à utiliser pour rapport de mission PRD Raoult 66 identifier un micro-organisme n'est absolument pas affaire de spécialistes microbiologistes. N'importe quel bioinformaticien, n'importe quel étudiant travaillant sur la génétique est capable d'identifier une séquence spécifique d'un micro-organisme. Ceci met en cause l'homogénéisation des stratégies en termes de réactifs, qui n'a pas de raison d'être pour l'identification par séquençage moléculaire. Les discussions sur ce domaine ont montré que l'approche du CDC dans le diagnostic moléculaire n'a pas atteint la maturité que l'on retrouve par exemple chez les industriels du diagnostic sur le continent nord-américain. 3.3 LLINNTTERRVVE en NTTIO l'intervention épidémiologique est faite en envoyant sur les sites suspects de jeunes stagiaires issus des corps de santé chargés de réaliser une enquête. Ceux-ci sont inexpérimentés et susceptibles d'intervenir dans les différents points du pays. Je n'ai pas été personnellement convaincu par l'efficacité de ce type d'intervention et la littérature ne regorge pas d'observations démontrant incontestablement la valeur de cette stratégie. Une leçon extrêmement intéressante est à tirer de l'épidémie de cas de charbons intentionnels de la fin de l'année 2001 pour laquelle le CDC a été extrêmement critiqué aux États-Unis. Le 11 septembre, une équipe d'investigateurs de plusieurs dizaines de personnes s'était déplacée à New York. En effet, dès ce jour, une attaque bioterroriste était redoutée. Les investigateurs ont été envoyés par couple dans tous les hôpitaux new-yorkais en cachant les causes de leur séjour sur place afin de ne pas affoler la population. Cette absence de coopération a été très mal vécue par le personnel soignant sur place. Cette investigation a été extrêmement coûteuse, puisque, rapidement, 70 personnes sont intervenues, et ceci n'a permis de faire aucun diagnostic. Cependant, a posteriori, on a su que des cas de charbon dès le mois d'octobre avaient été présents à New York et n'avaient pas été diagnostiqués par la stratégie d'investigation mise en place. En revanche, le premier cas diagnostiqué qui a permis l'identification du charbon aux États-Unis a été identifié par un médecin qui a reconnu un bacille à Gram positif dans le liquide céphalorachidien d'un patient hospitalisé en Floride. C'est ce cas index qui a permis de diagnostiquer les épisodes de charbon. Cet exemple montre que la capacité d'investigation du CDC, dans cette occasion, a été peu. Rapport de mission PRD Raoult 67 utile. Une stratégie basée sur l'information généralisée des médecins plutôt que sur une méthode de commando faite avec des jeunes gens inexpérimentés eût probablement fait gagner quelque temps dans le diagnostic des cas de charbon. La question de l'importation d'une telle formation en France peut être posée. La stratégie mise en place depuis plusieurs années en coordination avec la Fondation Mérieux qui aboutit à l'INVS à la première génération d'investigateurs en épidémiologie paraît raisonnable et les résultats de l'investigation au CDC ne paraissent pas suffisamment enthousiasmants pour chercher un développement strictement parallèle. En conclusion, le CDC a un système de surveillance et d'information de qualité. Ceci est associé à une habitude de publication dans les journaux scientifiques qui permet aux intervenants de rester dans le monde scientifique. Il est indispensable de développer la même culture en France et que les intervenants de l'épidémiologie soient incités à publier leurs résultats dans les meilleures revues internationales, ce qui est le seul garant de développement de la compétence. A contrario, l'IGAS a récemment exprimé l'opinion contraire auprès des praticiens de l'INVS. 4.4 LENIIH La visite du NIH a permis de discuter très précisément des stratégies mises en place aux États-Unis pour la recherche sur le bioterrorisme. Un élément clé est que le NIH a l'intention, dans ce cadre, de mettre l'efficacité en première priorité dans le tri des dossiers à financer. Il nous avait clairement été dit que le premier critère de tri était auparavant l'intelligence du projet. Ceci est inversé au profit de la réalisation d'un produit, product versus cleaver. Ainsi, les dossiers financés seront ceux dont la finalité est la réalisation d'un produit diagnostique thérapeutique ou préventif et pas une simple augmentation de la connaissance. La liste des thèmes retenus est jointe, tableau 1.
Globalement, sur 1,36 milliard de dollars en 2003, le NIH compte dépenser 190 millions pour développer 8 nouveaux laboratoires régionaux et nationaux de sécurité, P3 et P4, et développer 4 nouveaux centres régionaux d'excellence, Infectiopôle. Là. Rapport de mission PRD Raoult 68 priorité sera donnée à la séquence de nouveaux micro-organismes, au développement de modèles animaux d'infections et de l'immunité naturelle. Tableau. Un objectif commun de recherche, France NIH, objectifs structuraux. 1. Développer des centres régionaux d'excellence. 2. Augmenter la capacité de recherche par la construction et la prise en charge de P3 et du P4. 3. Augmenter la capacité de manipulation animale, en particulier de primates pour les essais vaccinaux. 4. Développer et associer des collections de souches et prélèvements humains concernant les agents de bioterrorisme. 5. Attirer les chercheurs vers les maladies infectieuses. 6. Stimuler et cofinancer la recherche industrielle dans ce domaine. Objectif fonctionnel, diagnostic thérapeutique, vaccin / immunité. Développer la génomique microbienne des agents de bioterrorisme, séquençage. Développer la protéomique microbienne des agents de bioterrorisme, sérologie. Développer des outils diagnostiques et de détection de la résistance aux antimicrobiens des agents de bioterrorisme. Développer la biologie structurale et la bioinformatique pour la recherche de médicaments, en particulier antiviraux. Développer la recherche et la production d'anticorps monoclonaux protecteurs. Développer la recherche sur la résistance aux antimicrobiens des agents de bioterrorisme. Développer la recherche sur les adjuvants et le système TOL. Identifier les éléments de la réponse immune aux agents de bioterrorisme. Développer les capacités d'évaluation clinique des vaccins. Développer les vaccins contre les agents de bioterrorisme. Rapport de mission PRD Raoult 70. Le but du NIH sera de financer les projets aidant au développement de nouveaux traitements, de tests diagnostiques et de vaccins. Il existe un manque de place pour manipuler les agents dangereux et, au cours de notre visite, un appel très clair à pouvoir bénéficier de la structure P4 de Lyon, qui actuellement a des vacances, nous a été signifié. Le NIH se pose la question des rapports avec les industries dans le domaine du bioterrorisme, car il s'agit d'un domaine où l'économie de marché ne joue pas puisqu'il ne s'agit pratiquement que de commandes d'État. La réflexion ici doit évoluer car les critères d'affectation, n'étant pas économiques, restent à définir. En termes d'expertise sur le bioterrorisme, il est des domaines dans lesquels notre expertise est meilleure, c'est le cas du charbon et de la peste à l'Institut Pasteur, des rickettsioses et de la fièvre Q à Marseille. Il est d'autres domaines dans lesquels nous représentons une contribution très significative, telles que les fièvres hémorragiques à Lyon et à Marseille. Par ailleurs, le NIH constate que, dans d'autres domaines il existe une faiblesse mondiale de la recherche et des risques très importants, la tularemie, par exemple. Par ailleurs, nous avons un potentiel du fait de nos collections de souches, qui sont souvent uniques au monde, et de prélèvements de patients infectés, qui permettent de mettre au point les techniques de diagnostic. Le NIH a identifié d'autres faiblesses dans leur dispositif. Outre que très peu d'équipes sont techniquement expertes dans un certain nombre de domaines, leur faible capacité à produire des anticorps monoclonaux et leur faiblesse en modèles expérimentaux animaux, en particulier, il n'y a pas de modèle d'infection par aérosol, pose un problème considérable, alors que certains de ces modèles existent en France. Le NIH estime que la France pourrait par une recherche intramuros aider significativement à la connaissance mondiale dans la lutte contre le bioterrorisme. Rapport de mission. Et permettre ainsi la traçabilité des éventuelles souches utilisées dans le bioterrorisme, ceci pourrait faire l'objet d'une convention avec le Centre national de séquençage. 2 degrés, un développement industriel pourrait se faire dans le domaine des anticorps contre la toxine botulique. Celle-ci est considérée par les acteurs du CDC comme étant le risque majeur pour lequel nous n'avons pas de défense actuellement. En effet, cette toxine est susceptible d'être diluée dans des produits de consommation courante, tels que le jus d'orange ou les aliments et notre niveau de réponse actuellement est faible car nous n'avons pas développé d'anticorps. Il existe une proposition industrielle qui a été présentée au président de la République par le Dr Pouletti pour un besoin financier global évalué à 60 millions d'euros, dont 40 millions seraient à fournir par les gouvernements, soit la France, soit l'Europe. 3 degrés. La nécessité du développement rationnel d'antiviraux basés sur la cristallographie et le criblage moléculaire. Là, une association INSERM Centre national de la recherche scientifique pourrait permettre de cibler un appel d'offres sur ce domaine très précis. Enfin, les Américains seraient extrêmement touchés par la confirmation que le P4 de Lyon pourrait être ouvert à une équipe internationale postulante et singulièrement aux équipes américaines du NIH. Ils sont demandeurs d'une convention générale avec le NIH pour l'utilisation du P4. Plus généralement, à cette occasion, les gens du NIH seraient très intéressés par la réalisation d'un agrément franco-américain dans le domaine de la recherche sur le bioterrorisme qui permettrait de simplifier ultérieurement les différentes propositions de travail en commun. Les équipes françaises sont encouragées, particulièrement dans les domaines dans lesquels la rapport de mission PRD Raoult 73 compétences est insuffisamment développé, à faire des demandes de contrat aux États-Unis par la voie habituelle. Nous avons incontestablement une compétence thématique dans des micro-organismes pour laquelle l'expertise a quasiment disparu aux États-Unis. Nous avons des compétences techniques, aérosols, anticorps monoclonaux, et un potentiel en termes d'équipement qui font que nous sommes des partenaires qu'ils ne sous-estiment pas. Une leçon à prendre de l'évolution récente est qu'il faut conserver et développer des domaines de compétences spécifiques en dépit des modes, en particulier en microbiologie car, quand des événements inattendus se présentent et la rendent nécessaire, l'expertise disparue est longue à reconstituer.
RRE ici c'est compagnie OMMMMANNDD réaliser la séquence de plusieurs souches de bactéries de bioterrorisme pour lesquelles la France est compétente, développer la recherche industrielle dans l'immunothérapie par anticorps, créer un appel d'offres sur le développement rationnel d'antiviraux, ouvrir le P4 français aux équipes américaines, développer les modèles d'infection par aérosol, développer l'information sur le bioterrorisme. Rapport de mission PRD Raoult 74666, LLLEXXXPPPE-RRRTTTISSE1. INNTTRROD du UCCTTION. L'expert devrait être la clé de voûte des décisions où la connaissance scientifique est déterminante. Le choix actuel des experts scientifiques est basé sur une approche peu fonctionnelle. Ainsi, dans la plupart des cas, lorsque le besoin émane au cabinet ministériel ou dans les directions, ce choix passe par une recommandation par quelqu'un qui est censé connaître le milieu, avec éventuellement un coup d'œil sur un curriculum vitae ou un appui politique. Ceci amène à des choix qui sont mauvais pour le pays. La compétence des experts ne permet pas toujours de répondre aux questions telles qu'elles ont été posées. Par ailleurs, leur autorité est insuffisante. Quand l'expert est la personne la plus compétente dans le pays pour répondre à la question, il n'aura aucun problème pour s'opposer à une décision qu'il considérera comme mauvaise ou dangereuse. Dans ce sens, le fait de n'avoir pas de système pour sélectionner les meilleurs experts pose un problème à la fois sur la qualité de la recommandation et sur sa force. Le choix d'experts recommandés, et non pas sélectionnés sur leurs compétences, permet d'avoir des recommandations plus souples, permet éventuellement de laisser prendre les responsabilités politiques par des pseudo-experts, mais ne met absolument pas à l'abri des risques d'une mauvaise expertise qui se paie plus tard. Il faut entrer dans une culture de l'expertise en amenant à penser qu'il existe deux niveaux distincts dans la décision, un niveau de réflexion sur l'état de la connaissance et sur les propositions possibles à partir de cet état de connaissance qui est du domaine de l'expertise, et un niveau de décision qui est prise par le politique, en intégrant l'expertise et d'autres éléments, économiques, sociaux, qui fondent la décision finale. Toutefois, l'élément scientifique est celui qui risque ultérieurement de causer le plus de désagréments quand il n'est pas pris en compte, et il ne faut pas choisir les experts pour leur complaisance mais pour leurs compétences. Rapport de mission PRD Raoult 75-2-2. DDFINIT-ND2LLEXXPPERRTT. La notion d'expertise a perdu de sa clarté au cours des dernières années. Plus encore à l'occasion des différentes affaires du sang contaminé, maladie de la vache folle, le public et les médias ont montré une défiance grandissante vis-à-vis de l'expertise telle qu'elle était organisée. Malheureusement, le niveau de connaissance basique par la population est tellement faible qu'il n'y a pas de possibilité de distinguer entre les différents experts proposés à sa réflexion. Il est nécessaire d'introduire dans ce pays et à l'occasion des maladies transmissibles, qui sont parmi celles qui ont donné le plus grand nombre de scandales médiatiques, une véritable expertise. Il convient d'abord de distinguer l'expertise judiciaire de l'expertise scientifique qui ne sont pas de même nature. Il convient de définir, a priori, ce qu'est un expert. Un expert est quelqu'un qui pratique le domaine pour lequel il est interrogé, à un niveau reconnu comme très bon ou exceptionnel dans la communauté dont il est issu. Ce rapport avec la communauté scientifique est essentiel afin de ne pas entériner les certitudes qui ne sont pas acceptées par les autres acteurs du domaine. La validation par les publications dans des revues internationales permet de maintenir un niveau de connaissance et un niveau de compétence. Les experts professionnels qui perdent leur pratique et consacrent la plus grande partie de leur temps à donner des conseils ou à écrire des rapports, qui ne seront jamais évalués par des gens d'un niveau scientifique équivalent, se médiocrisent et perdent le fil de la connaissance scientifique. Cette nécessité d'avoir publié pour être considéré comme un expert devrait être généralisée au domaine de la recherche militaire, en dehors de ce qui est confidentiel défense, et à celui de la surveillance épidémiologique. En effet, seules les publications permettent de confronter à des chercheurs de niveau équivalent ou supérieur les résultats et leur pertinence. Il importe d'inscrire cette activité dans leur mission pour créer un vivier d'experts dans ces domaines. Rapport de mission PRD Raoult 76-3-3. SCLE ici c'était TIO-ND2SEXXPPERRTTSS. Il est assez facile de repérer un expert scientifique par ses publications. Il devrait être systématique de réaliser une recherche sur PubMed de la production scientifique des experts pressentis pendant les 3 ou 5 dernières années et vérifier si les domaines où l'on compte lui demander son avis font l'objet de ses compétences actuelles. Un secrétariat devrait être dévolu à cette activité exclusive au ministère chargé de la recherche ou de la santé. Cet élément objectif met à l'abri des fausses réputations. Par ailleurs, il part au danger des recommandations faites par des connaissances et des réseaux amenant à recruter des pseudo-experts. Le recours systématique à une interrogation dans PubMed est beaucoup plus important que le traditionnel curriculum vitae. Il est plus difficile de discerner qui est un expert dans le domaine de la pratique médicale ou biologique. Toutefois, là encore, il existe des marqueurs d'activité qui doivent pouvoir permettre d'obtenir des avis circonstanciés, basés sur des expériences pratiques. L'absence de conflit d'intérêts doit être clairement notifiée. Il ne faut pas, de mon point de vue, éliminer les contributions des experts ayant éventuellement un conflit d'intérêts, mais ceux-ci doivent être transparents, de façon à pouvoir limiter la portée et les conséquences des avis donnés sur des domaines sur lesquels l'objectivité ne peut être certaine. Le choix des experts bute assez rapidement sur leur disponibilité.
À cet égard, il est souhaitable de réaliser la plus grande partie des demandes d'expertise par écrit en utilisant le courrier électronique. La rédaction de questions précises avec des demandes de réponses simples, circonstanciées et documentées permettra de toucher le maximum d'experts. En effet, autant il est possible de prendre 3 à 4 heures pour répondre à des questions précises dans son bureau, autant faire un déplacement à Paris pour rencontrer une quinzaine de personnes dont chacune se croit obligée de s'exprimer est une perte de temps considérable que ne peuvent pas se permettre les gens qui sont dans la compétition scientifique. La multiplication des commissions et des comités ad hoc rend donc mécaniquement la qualité de l'expertise de plus en plus médiocre. Il y a un vrai rapport de mission PRD Raoult 77 danger à la professionnalisation des experts, qui consacrent de plus en plus de temps à faire de l'expertise et de moins en moins de temps à exercer leur métier. De ce fait, ils sont moins compétents dans les expertises en question. Les infectiopôles devraient permettre de devenir un vivier d'experts pour les différents thèmes. L'affichage par le gouvernement et les médias des différents thèmes par pôle pourrait permettre au public de s'adresser à un centre de compétences, dans lequel est entretenue la veille scientifique et où l'on est susceptible de communiquer l'état de la connaissance à un instant donné. La création d'une entité de conseil pour l'État dans le domaine de la médecine et de la recherche médicale. Un regard rapide sur les années passées montre que, dans le domaine des maladies infectieuses, les grandes options qui se sont avérées déterminantes ont été prises aux États-Unis et grâce à l'aide de l'Institute of Medicine. Cet institut est constitué par des médecins qui font partie de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Ils formulent des recommandations, éditent des livres, qui guident la politique de santé publique du pays, éclairent les domaines de recherche à venir. Une telle entité n'existe pas en France. Pour des raisons historiques, l'Académie de médecine ne joue pas ce rôle. Du fait de son faible taux de renouvellement, il faudrait des années pour changer cet état de choses. La mise en place d'une telle structure aurait permis d'éviter les poursuites des ministres dans l'affaire du sang contaminé, les erreurs dans le domaine des vaccinations dans l'hépatite B ou dans celle dans la maladie de la vache folle. En effet, il existe toujours un danger à ne pas avoir toute la neutralité nécessaire si la recommandation est faite par des experts ad hoc, nommés par le gouvernement, ou par des directeurs, en la circonstance. La création d'une structure scientifique de très haut niveau, totalement indépendante, est un élément essentiel pour gouverner d'une façon sereine. La mise en place de l'Institut universitaire de France, pour la recherche universitaire en général, a permis de créer un nouveau mode de recrutement, avec des seniors et des juniors, nommés en basant le choix sur des critères de compétences scientifiques et de rayonnement international, et ceci pour un temps limité et pendant la rapport de mission PRD Raoult 78 période d'activité scientifique. Ceci a permis de créer incontestablement un vivier scientifique de très grande qualité, qui ne cessera de prendre de l'ampleur. Il serait utile de réfléchir à un équivalent médical, et éventuellement rattaché à l'UF, regroupant de 40 à 60 médecins, 40 seniors et 20 juniors par exemple, dans des conditions tout à fait comparables à l'UF, associés à des intéressements significatifs, directs ou indirects, afin de faire qu'un de d'état les meilleurs, ce qui permettrait de constituer un vivier. Il serait demandé à cet institut, que l'on pourrait appeler Institut de médecine scientifique, d'écrire un rapport annuel de prospective sur l'état et les besoins de la recherche et de la santé en France. Un tel institut aurait le mérite de constituer une source d'informations essentielles pour la politique du gouvernement. En effet, les experts ne seraient pas nommés par le gouvernement mais indépendamment, ce qui leur conférerait une légitimité auprès des médias. Le ministre éviterait les dangers à venir sur les choix scientifiques qu'il a pu faire en suivant des recommandations faites par les scientifiques nommés au moment de la prise de décision. Par ailleurs, il pourrait être saisi sur des sujets d'actualité. Enfin, il sera indispensable, à cet égard, de lui confier une réflexion institutionnelle sur le risque zéro et sur le principe de précaution qui ont amené à des dérives actuellement ingérables. En effet, on perçoit des niveaux d'exigence qui sont devenus irréalisables dans certains domaines et d'autres qui sont laissés totalement à l'abandon avec des dangers bien plus considérables pour la santé de la population. RRE ici c'est compagnie OMMMANNNDDDAATTIIONNSS faire une définition sur une fiche du besoin d'expert a priori avant de l'avoir choisi, avec les compétences requises. Vérifier systématiquement la compétence, CV comportant les items requis et PubMed, utiliser le plus possible les questions et réponses écrites pour l'expertise, regrouper des commissions et des comités permanents pour en diminuer le nombre, ne créer de commissions ad hoc que pour un temps limité, défini à l'avance. Rapport de mission PRD Raoult 79 demander aux experts une déclaration sur leur potentiel conflit d'intérêts en précisant clairement ce qui en relève, congrès, repas, contrats, consultanat, brevets, etc. Créer un vivier d'experts thématiques dans les infectiopôles, créer un institut universitaire de médecine scientifique, dans l'Institut universitaire de France. 777 DD Dr RROOITTE et TTSSAANNNTTT et il faut envisager la mise en place de lois permettant de faire face aux risques de maladies contagieuses, il faut créer un débat en France sur contagion et liberté. Rapport de mission PRD Raoult 8777 DD Dr RROOITTE et TTSSAANNNTTT et au cours des dernières années, s'est développé, de manière spectaculaire, le droit individuel des malades dans le cadre de la santé. On a pu voir se renforcer la primauté de l'intérêt individuel sur l'intérêt public. Ainsi, les obligations de soins se trouvent toutes du côté du médecin, et il n'existe pratiquement aucun texte concernant l'obligation de soins pour le malade, or la vaccination obligatoire qui, elle-même, tombe en désuétude.
Ceci pose un problème pour les maladies contagieuses car celles-ci n'engagent pas uniquement le malade lui-même, mais aussi son entourage et éventuellement l'ensemble de la population. Il s'agit de distinguer entre les maladies contagieuses leur potentiel épidémique. Les maladies sexuellement transmises comportent un potentiel épidémique important mais progressif et, par ailleurs, comportent une telle charge émotionnelle qu'il apparaît difficile, dans le contexte actuel, d'envisager une réglementation à cet égard. C'est ainsi que si, en son temps, la syphilis a pu faire l'objet d'une obligation de dépistage prénuptial et si la toxoplasmose, la syphilis et la rubéole ont pu faire l'objet d'une obligation de dépistage anténatal, il n'en a pas été de même pour la sérologie HIV, en dépit de son risque de transmission et du bénéfice escomptable pour le déroulement de la grossesse, on peut, actuellement, grâce au traitement, éviter dans la plupart des cas la transmission de la mère à l'enfant. Ceci témoigne du fait qu'il y a des éléments entrant en jeu, en dehors du risque même de transmission, qui rendent la situation difficile sur le plan de la prévention. Pour d'autres maladies très contagieuses telles que les maladies contagieuses par voie respiratoire ou dans le cadre du bioterrorisme, telles que la variole, la situation est bien plus grave. En effet, les sujets risquent d'être infectés sans avoir de contact et sans avoir donc engagé leur propre responsabilité en ne se protégeant pas ou en ne vérifiant pas la situation sanitaire de leur partenaire, alors que ceci est possible dans le cadre des MST. Ainsi, dans la situation actuelle, si un terroriste auto-inoculé par la variole se présentait dans les multiples aéroports français ou européens, nous n'aurions pas la possibilité, en France, du moins théoriquement, de l'obliger à consulter pour vérifier qu'il s'agit ou non. Rapport de mission PRD Raoult 81 de la variole et de l'obliger à se traiter et à s'isoler. En pratique, nous n'avons pas la possibilité de mettre en quarantaine les sujets supposés contagieux. De la même manière, dans l'affaire des pneumonies en provenance d'Extrême-Orient, nous n'avions pas la possibilité d'examiner des malades éventuellement suspects, pas plus que nous n'avions de possibilité de leur imposer des soins. Ceci peut poser des problèmes, y compris du fait que certains des patients potentiels seront des médecins, qui ne sont pas les plus dociles quant aux obligations de prévention en termes de contagion. L'absence de loi permettant la prévention de la diffusion des épidémies est en contradiction avec la Constitution de 1946 qui dispose que « la nation garantit à tous la protection de la santé, incluant les maladies contagieuses ». Ainsi, en n'assurant pas la protection vis-à-vis des maladies extrêmement contagieuses, l'État manque à un rôle pourtant prévu dans le cadre de la Constitution. Il apparaît raisonnable de proposer au Parlement des lois concernant l'obligation de soins pour maladies contagieuses. Deux éléments, au moins, sont à envisager. Premièrement, l'obligation de consultation pour suspicion de maladies contagieuses. Cette obligation pourrait prendre comme modèle l'obligation de 1954 sur les alcotests réalisés d'une façon obligatoire dans l'intérêt de la sécurité publique. Ceci pourrait être utilisé dans les aéroports et par les forces de police en face de sujets manifestement infectés, toussants ou porteurs de lésions cutanées. Par la suite, il faut prévoir un deuxième texte sur l'obligation de soins et d'isolement chez les patients porteurs de maladies extrêmement contagieuses identifiées, en particulier les maladies contagieuses par voie aérienne ne nécessitant pas de contact volontaire. Troisièmement, il faudra réfléchir sur un texte envisageant la quarantaine pour les patients et les sujets ayant été en contact avec une maladie extrêmement contagieuse et éventuellement mortelle sans traitement possible, dans le cadre de la variole par exemple. En conclusion, la population ne bénéficie pas actuellement d'une protection suffisante contre les maladies contagieuses. L'arsenal législatif est insuffisant dans ce domaine. Rapport de mission PRD Raoult 82 RRE ici c'est compagnie OMMMMAANNDDDAATTIOONNSSS. Il faut envisager la mise en place de lois permettant de faire face au risque de maladies contagieuses. Il faut créer un débat en France sur contagion et liberté.